Alors nous recevons aujourd'hui, et j'allais dire, c'est pas trop tôt, une musicologue, puisque les musicologues sont quand même bien, bien au fait de ce que peut être le rythme, même si leur vision est parfois partielle, elle est aussi élargie. En effet, nous avons beaucoup échangé dans cette salle sur le mot rythme au sens large, un rythme qui n'est pas assujetti à la répétition des durées, mais dans une acception archaïque de rhythmos comme manière de fluer. Alors parmi le public diversifié et parmi nos intervenants qui acceptent cet échange, comme Fabienne Paulin l'année sur l'évolution, chaque mois, nombreux sont ceux qui font des rythmes, comme M. Jourdain fait de la prose. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une musicologue pour qui le rythme dépasse sans doute la métrique. Et comme le font les rythmologues, Geneviève Maton, tu croises les disciplines. Avec David Lofer, il y a 10 ans, tu explorais les structures temporelles sous-jacentes dans l'œuvre théâtrale de Beckett, avec ses inspirations entrantes et sordantes. Donc, on est là aussi en compagnie de gens qui traversent les disciplines. Et mieux qu'un métronome, tu sauras sans doute nous parler de ce que devient la musique lorsqu'on joue à cache-cache avec la mesure. En effet, tu es spécialiste du XXe siècle qui en a bousculé les limites, qui a éclaté les cadres du rythme, et du XXIe siècle qui peut-être retrouve ces cadres ou en reconstruit d'autres. Alors, tes nombreux ouvrages qui scrutent l'histoire et les œuvres, qui scrutent la direction musicale comme celle de Bruno Maderna, les compositions modernes de François Bernard Mache, et postmodernes de Sophie Lacaze. Alors, étymologiquement, le vers hérité des Grecs anciens n'est autre qu'un sillon, de même que le groove importé des Afro-Américains est un sillon. Alors, quand l'espace sonore devient lisse et non strié, à quelle esthétique temporelle peut-on se repérer? Alors, c'est Pierre Boulez qui proposait d'opposer temps lisse et temps strié dans son livre Penser la musique aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était en 1963, c'était il y a 60 ans. Donc, nous t'avons interpellé, Geneviève, et que je te remercie. Alors, professeur Maton, peut-on ainsi penser la musique aujourd'hui? Ben, merci beaucoup, merci de me recevoir. Merci à toi, Christian, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Enfin, j'ai beaucoup de problèmes techniques, notamment pour passer de la musique. Enfin, bref, je passe sur tout cela. Alors, effectivement, je vais parler du lys et du strié, qui sont des catégories musicales qu'a instauré Pierre Boulez en 1963 dans Penser la musique aujourd'hui. Est-ce que ce sont des notions qui sont encore valides? Je pense que oui, et je pense même si on doit chaque fois les reprendre, les réaménager, etc. Alors, mes propos, je vais beaucoup lire, me lire, mais lire également beaucoup de personnes, parce que ça me semble important de faire intervenir des gens qui ont réfléchi sur le rythme. Et puis, pour parler, donc je m'excuse par avance, je vais effectivement passer un petit peu par la poésie, un petit peu par la peinture, mais toujours guidée par Pierre Boulez, parce que Pierre Boulez a beaucoup fréquenté René Char, beaucoup Mallarmé, quand je dis fréquenté, c'est-à-dire lu, de la même manière que Beckett, lui, était aussi en relation très, très étroite avec la musique. Donc, il y a toujours des connexions, en effet. Voilà, donc je commence. Si vous souhaitez m'interrompre en plein milieu parce que ça devient trop abscon, parce que je ne me rends pas compte, c'est très difficile de parler de musique. Et c'est vrai que les extraits que vous allez entendre, il y aura la partition. Parce que la partition, c'est bien quand on la voit, parce que c'est un guide, en fait. C'est un guide et il n'y a pas obligatoirement de connexion directe entre l'écrit, enfin, ce que l'on voit et ce que l'on entend. Et puis il y a également, je dirais, le troisième terme, c'est l'interprétation. Mais on fait comme on peut avec les béquilles que l'on a, parce que la musique, quelque chose qui est difficile à entendre, parce que c'est un art du temps. Voilà, je commence. Alors, dans le chapitre 14, donc le lys et le strié de l'ouvrage de Deleuze et Guattari, Mille plateaux, qui est donc de 1980, est mentionné parmi d'autres modèles, c'est-à-dire maritimes, technologiques, physiques, mathématiques, etc., le modèle musical.
dont les termes lisse et strié sont repris à Pierre Boulez dans son ouvrage de 1963, Penser la musique aujourd'hui, qui lui-même, mais ça je ne l'ai pas vérifié, les tiendrait de Poincaré. Je ne sais pas. Peut-être le savez-vous que je préfère vous le dire parce que je l'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je n'ai pas vérifié. Alors, ces deux notions, on le sait, ont été divulguées, galvaudées, développées, gérées à l'envie et a touché de nombreux domaines, entre autres les arts et la philosophie, tant les idées et concepts avancés sont inspirants. Qui n'a pas écrit sur le lys et le strié, autrement dit, que reste-t-il à en dire, serait la première question. Et c'était aussi mon propos, qu'est-ce que je pouvais en dire? Alors, Philippe Manoury, qui est un compositeur qui est né en 1952, qui a beaucoup travaillé à l'IRCAM, qui est donc un élève de Pierre Boulez, lors de ses cours au Collège de France en 2017, revient sur ces deux notions, mais qu'il applique exclusivement au temps musical, parce qu'on a de l'espace lisse, de l'espace strié, et on a du temps lisse et du temps strié. Et sa seconde séance, donc du 9 juin 2017, est intitulée Temps et musique, les formes temporelles. Et là, le compositeur étaye ses propos de nombreux exemples qu'il prend dans toute l'histoire de la musique occidentale, depuis le chant grégorien jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'il scrute où est-ce qu'il y a du lisse et où est-ce qu'il y a du strié et que peut-on en tirer. Donc, il conclut son exposé en signalant qu'il y a toujours une ambiguïté entre ces différents temps qui sont des valeurs bonnes pour l'écriture, mais pas tout à fait bonnes pour la perception. Plus tard, Griset, qui est un compositeur de l'école spectrale, va dire va dire l'inverse, c'est-à-dire c'est bon pour la perception, c'est pas bon pour l'écriture. C'est toujours cette espèce de conjonction qu'il faut trouver entre justement l'écriture et la perception. Alors après, je suis passée par Thomas Lacotte, qui est donc un compositeur et musicologue, et qui a écrit un article justement à la suite des cours au Collège de France de Philippe Manoury. Et son article s'appelle Temps lisse, temps strié, clap de fin, que je trouve très bien. Alors, je vous en lis un passage. J'avoue, dit-il, avoir été surpris de la persistance de ces notions dans cette intervention de Philippe Manoury, quelques 55 ans après leur exposé par Pierre Boulez dans son livre Penser la musique aujourd'hui, publié en 1963 d'après des conférences données à Darmstadt. Nul doute que nous touchons là quelque chose du temps long de l'évolution musicale, où derrière les renouvellements revendiqués et les individualités se cachent en trame de fond des continuités certaines. Et là, je pense qu'effectivement, beaucoup de choses sont dites. Un fait d'ailleurs révélateur, ces notions sont en France aujourd'hui, et ça aussi, ça me fait beaucoup rire, si communes qu'elles sont enseignées même en cours de solfège, ayant redescendu tous les échelons, pour se transformer au prix d'un affadissement progressif et d'une perte de l'origine. En lieu commun, il faut y ajouter le prestige supplémentaire que leur ont donné Deleuze et Guattari en les reprenant à leur compte dans Mille plateaux. Pour savoir vraiment de quoi l'on parle, le moyen le plus simple, me semble-t-il, encore, est de retourner au texte d'origine. Donc, retournons au texte d'origine et accrochons-nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de parler de technique musicale, parce que Pierre Boulez ne parle que de technique musicale, c'est dans Jalons pour une décennie, qui sont la transcription de ses collèges, de ses cours au Collège de France. Je dirais là, il étoffe un petit peu plus. Quand il donne aussi des cours d'interprétation musicale, je veux dire, il est beaucoup moins technique. Là, c'est vraiment très technique. Et il insiste sur l'autonomie du langage musical qui se suffit à lui-même. Alors voilà ce qu'il dit, page 94, je parle de penser la musique aujourd'hui. Il s'agit là, me semble-t-il, un des objectifs les plus urgents de la pensée musicale actuelle, concevoir et réaliser, qu'il souligne, divers espaces sonores utilisés. Qu'entend-il par des espaces variés? Voilà, alors là, vous avez donc un extrait, c'est-à-dire effectivement sur le temps lisse et le temps strié, ce fameux tableau. Je ne sais pas si je le commente maintenant ou pas. On va le laisser là devant si ça ne vous dérange pas. Et je continue. Donc, ce qui était important, je dirais, dans ces années-là, c'est-à-dire ces années d'après-guerre, c'était de sortir de l'espace tempéré, aller vers de nouveaux sons liés à la technologie, de nouveaux matériaux. Ça, c'était l'urgence. Il faut dire aussi qu'en 1963, Boulez a définitivement tourné le dos au sérialisme intégral, qui était une opération des purs nécessaires, et la musique peut dès lors s'écrire et s'entendre et s'inventer différemment. Alors,
quand je dis il a tourné définitivement le dos au sérialisme intégral, là j'en veux un peu aux philosophes qui, quand ils commentent le lys et le strié dans Penser la musique aujourd'hui, ils en reviennent toujours à cette pensée sérielle qui est une pensée euh, qui effectivement s'adresse que aux auteurs, aux durées, qui est une pensée qui reste étroite, la pensée sérielle, mais qui est volontaire. C'est une forme d'abstinence, de régime que s'est imposé Pierre Boulez, c'est-à-dire c'est par le calcul que l'on va définir des hauteurs, qu'on va définir des durées, et je n'interviendrai pas dans cette opération-là. Et pourquoi? Parce que je veux me passer de ces habitudes tonales, c'est-à-dire la phraséologie, les formes, etc., etc. Donc, c'est cet étranglement qu'il s'impose, mais en 1963, quand il écrit Penser la musique aujourd'hui, il est sorti du sérialisme, il est vraiment sorti, et donc on ne peut pas continuer donc à l'enfermer dans le sérialisme. Alors, toujours est-il donc dans le tableau que vous avez là sous les yeux, il s'attache à deux paramètres qu'il dit quantitatifs, parce qu'effectivement, on mesure les durées, et on mesure les hauteurs, c'est-à-dire les fréquences. Les durées nous renvoient donc au temps, c'est-à-dire au temps lisse et au temps strié. Et les hauteurs peuvent être striées ou lisses, mais je reviendrai sur ces définitions. Pour les autres paramètres, alors les autres paramètres, ça peut être le timbre, ça peut être les intensités, ça peut être aussi, je sais pas, la densité, enfin, plein d'autres choses que l'on peut rajouter. On peut rajouter des paramètres à l'infini. Euh, il demande, il réclame, je dirais, une autre approche du matériau et Boulez les nomme qualitatifs. Voilà. Alors, toujours est-il que, qu'est-ce que veut dire ce tableau? C'est que les hauteurs ne répondront plus à une répartition égale des intervalles, donc sur l'axe vertical des fréquences, c'est-à-dire nous sommes habitués au demi-ton pour notre échelle tempérée durant toute la période tonale, okay, ou sur des gammes. Et donc place, c'est ce que souhaite effectivement Boulez, place donc à d'autres gammes et d'autres tempéraments. On sait que Vichnegradsky, ABBA sont allés vers des musiques en quart de ton, tout ça inspiré par des musiques d'ailleurs. Boulez lui-même écrira en quart de ton, mais on peut encore affiner, je dirais, ce striage des hauteurs. Et quant au temps, bah, il ne passera plus régulièrement. Enfin, il peut passer régulièrement ou pas. Il peut devenir capricieux, voire inventif. Voilà. Alors, Boulez aborde en premier lieu donc l'espace vertical, c'est-à-dire le monde des hauteurs, celui des fréquences, pour ensuite en venir à l'axe horizontal et la question du ton. L'idée pour lui étant de conjoindre ces deux paramètres dans une terminologie et une méthodologie commune. Donc là, ce que vous avez sous les yeux peut s'attacher aussi bien au temps, aux durées, qu'à l'espace des hauteurs. Et voilà ce qu'il dit. Nous verrons que ce tableau s'applique au temps si l'on prend soin d'y faire intervenir le tempo. Et plus loin de rajouter, je pense que là c'est clair, la pulsation est pour le temps strié, poum, 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 ce que le tempérament est pour l'espace. D'accord. C'est... Alors, commençons par le temps. Euh, ces deux catégories, Boulez les nomme au départ de sa réflexion temps pulsé et temps amorphe. Je le cite, dans le temps pulsé, les structures de durée se référeront au temps chronométrique en fonction d'un repérage, d'un balisage régulier ou irrégulier, mais systématique, la pulsation. Donc, et le temps amorce ne se réfère à aucun temps chronométrique ou simplement de manière globale. Euh, Par exemple, les interprètes peuvent jouer des événements sonores qui se trouvent dans des encadrés, qui peuvent être surmontés de, vous avez 10 secondes pour faire tous ces événements et qui ne sont pas consignés dans une métrique. Et quelques lignes plus loin, donc, c'est là qu'il dit, donc à la faveur d'une métaphore visuelle, il dit le temps pulsé deviendra le temps strié et le temps amorphe, le temps lisse. Et voilà, c'est parti pour ces deux catégories. Donc, le temps strié est absolument lié au mode de notation, d'écriture et de gestion
du temps de presque toute la musique occidentale. Nous avons pensé strier, nous avons écrit strier, nous avons été striés. Je résume, je caricature. La notation rythmique s'appuie sur un tempo, c'est-à-dire une vitesse de déroulement des événements musicaux, une pulsation, par exemple noir à la seconde, poum, pardon, noir, 60 à la noire, donc une seconde, poum, poum, ça c'est une striure absolument régulière, qui permet donc une pulsation, qui permet une approche numérique du rythme selon un mode de notation que l'on peut qualifier de traditionnel. L'enjeu pour Boulez, et là c'est important, est bien dans la jonction de cette notion de lisse, et bien de dégager un peu de place pour une alternative à cette organisation et à cette pensée du temps issue de la tradition de la musique, celle qui organise le temps grâce à des nombres et à des proportions chiffrées, vraiment sortir du nombre et de la métrique. Et donc la question est, comment introduire du lisse? On pourrait ajouter pourquoi et comment. Et ça sera tout le questionnement de Boulez. Et se pose évidemment au premier chef la question de la notation, c'est-à-dire comment peut-on transcrire le lisse? Est-ce qu'on doit transcrire le lisse? Et de quoi relève-t-il? Alors, si le compositeur souhaite introduire de la souplesse, échapper à la maîtrise, c'est-à-dire au comptage des mesures et du tempo, l'organisation temporelle peut être alors confiée au chef d'orchestre qui déclenche des événements sonores par des signes ou interprètes. C'est ce qu'on va voir dans Éclat, où on va voir un, deux, trois, on va voir des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est le chef d'orchestre qui donne les impulsions. Et là, effectivement, les événements sonores ont lieu, mais il revient absolument au chef d'orchestre d'organiser le temps. Il n'y a rien dans la notation qui permet d'avoir, enfin, il n'y a pas une autonomie de l'écriture à ce moment-là. Euh, alors aussi, ça peut être l'interprète seul avec lui-même, il fait ce qu'il veut, ou encore plusieurs interprètes qui sont dans une écoute mutuelle, en interaction les uns avec les autres, et qui fabriquent, tissent et élaborent une musique. Et là, effectivement, on est dans un temps fluctuant entre le lisse et le strié, avec des bulles de lisse, avec des temps striés, etc. Donc, Gérard Guizet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 1980, oppose effectivement les deux bords de perception reliés par un continuum entre sentiment de périodicité et perte totale de cette périodicité. Et entre les deux, qui sont des bornes extrêmes, il y a effectivement toutes les nuances, toutes les gradations. Mais il insiste aussi en disant que pour Boulez, c'est une invention de chef d'orchestre. Il dit que c'est effectivement, c'est parce qu'il est chef d'orchestre et c'est depuis cette posture-là qu'il a pu effectivement mettre d'un peu de licitude, je sais pas il faut dire, dans cette musique. Alors, je continue. Est-ce que vous auriez éventuellement des questions à me poser ou je continue? Je continue? Oui. Bon. Alors, cette perte totale de périodicité peut être aisément palpable dans la musique occidentale. Boulez dira dans des cours, je ne sais plus lesquels, il dit que la musique occidentale avance toujours dans une direction, etc. Mais qu'il y a malgré tout des relents d'Orient dans la musique occidentale. Alors, on peut évoquer au sein de la musique tonale le cas des cadences dans les concertos pour solistes, quand effectivement ils sont appelés à improviser. Et là, à ce moment-là, tout l'orchestre s'arrête et les solistes jouent. Les solistes jouent. Et là, on est effectivement, je dirais, dans une suspension de temps. Il est vrai que les solistes travaillent sur un matériau thématique, mais ils sont libres, je dirais, de leur temps, autant dans l'occupation du temps que dans comment dire, dans le maître. On peut aussi évoquer le point d'orgue, qui incite au suspens plus ou moins long, qui est une sorte d'arrêt sur image. Ça aussi, c'est important. Et puis, plus près de nous, je citerai Debussy qui truffait ses partitions en indication de mouvements tels que ritenuto, accelerando, couplés avec des changements de tempi dans une mouvance temporelle, un flou rythmique qu'il souhaitait comme tel. Je pense justement dès le prélude à l'après-midi d'un faune. Voilà, donc les exemples abondent de ces incursions de temps lisse, et c'est ce que fait ni plus ni moins Philippe Manoury dans ses cours au Collège de France, qui examine donc différentes appréhensions du temps, de la gestion du temps dans la musique occidentale.
Il est important aussi de souligner, et ça j'insiste, sur les lieux d'écoute euh, qui modifient notre perception des événements musicaux. Si on est dans une église, l'orgue est extrêmement flouté. J'ai toujours remarqué que les organismes ont un sens du sympo finalement pas très au point, entre guillemets, parce qu'il y a tout un jeu avec la résonance. Et la résonance, c'est sur laquelle justement Boulez va jouer, c'est-à-dire le temps de la résonance. On peut aussi, je veux dire, les musiques de rue, et puis également la nature, qui sont des lieux qui appellent finalement une autre écoute, et une écoute peut-être plus lisse, plus flottante, pour reprendre les termes de Barthes, en tout cas beaucoup moins précise, à la différence des espaces de concert, où le son, sa production et sa diffusion sont calculés au millimètre près. Alors pour cela, je renvoie aux écrits de Murray Schaeffer, qui Murray Schaeffer qui a beaucoup travaillé sur les espaces sonores dans la nature, etc., et qui commence par, je dirais, lister les lieux d'écoute, parce qu'effectivement, ça modifie notre perception du temps. Je continue. Alors, il s'agirait cependant d'engager, de penser une nouvelle notation du temps, que la partition doit consigner de nouveaux signes. Et je renvoie à l'admirable texte de Daniel Charles, qui s'appelle La musique et l'écriture, et qui mène une réflexion sur les nouvelles notations qui commencent à fleurir dans les années 1950. Et je vais vous le lire. Alors, c'est Musique en jeu numéro 13, la musique et l'écriture, et je suis très exactement à la page 7. Voilà ce qu'il dit. Loin qu'il faille se défier de l'écriture comme d'un corps étranger, on doit bel et bien l'assumer. Pardon, il commence. Pardon. L'orchestre de Bruckner ne serait pas ce qu'il est, même d'un point de vue strictement musical, s'il lui manquait la qualité, de la vastitude, d'être cette immense forêt sonore qui enrobe et submerge l'auditeur. Or, forêt, chaque symphonie de Bruckner l'est d'abord sur le papier. Euh, et donc, il conclut en disant il faut dès lors consentir à ce que la représentation graphique ne soit jamais purement et simplement signe pour la musique, c'est-à-dire signe pour autre chose qu'elle-même, allégorie ou hétérologie, voire simple métaphore de l'univers des sons. Elle est plus qu'une représentation, elle rend présente la musique. Il faut donc la dire d'une certaine façon, semblable à la musique, comme jadis les neumes. Donc, je trouve que c'est très juste, etc. Donc, ce que toujours je fais en cours et que je fais aussi pour moi-même, c'est que chaque fois que j'ai une partition, peu importe laquelle, je la regarde, je la contemple. J'ai vraiment ce temps d'arrêt, ce préambule qui pour moi est essentiel pour ensuite passer à la lecture à proprement parler. C'est-à-dire, effectivement, une musique se laisse contempler, se laisse regarder, et déjà, il y a quelque chose qui va émaner de la musique qui va en résulter. Ça, c'est extrêmement important. Les partitions de Webern sont vides. Il y a plus de blanc que de noir. Par exemple, les symphonies de Mahler sont mais bourrées jusqu'à la gueule, etc., etc. Euh, il y a comme ça toute partition mérite d'être regardée. Euh, et donc, j'ai envie de dire que ce regard sur la partition devient incontournable dès lors qu'il s'agit de partitions autographes, bien évidemment, et plus encore quand de nouvelles graphies ou notations apparaissent. Alors maintenant, si on prend le cas de Boulez, le facteur de la résonance des instruments devient une matière musicale première sur laquelle on va lâcher prise. La Boulez opte pour une notation en temps lisse, une notation particulière qui est donnée effectivement à la gestion du chef d'orchestre. Ça, j'insiste sur ça. Et il s'adresse majoritairement aux instruments résonnants. Si Boulez aménage un temps qui échappe à la fois à la loi du nombre, c'est dans ce cas pour le besoin de l'écoute, de la contemplation de la résonance instrumentale qui a son temps propre. Euh, Donc, Éclat est écrit en 1965, c'est la première version. Et voilà ce qu'il dit lors de ses cours au Collège de France. Cette œuvre est écrite pour un ensemble d'instruments résonnants, du plus puissant et longuement résonnant, le piano,
au plus faible et court, la mandoline, en passant par quelques étapes intermédiaires comme le vibraphone, la harpe, le cymbalum, etc. La longueur des résonances dépend à la fois du registre et de la dynamique. La première version des classes était un groupe d'instruments résonnants, depuis la mandoline jusqu'au piano. Et à ce moment-là, je me suis dit, parce que le problème du temps en musique est vraiment quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est un paramètre essentiel, qu'avec ces instruments, je n'avais pas besoin de mesure du temps a priori. Le temps lycéné, vous voyez. Enfin, il était né avant, mais là, on le nomme. La mesure du temps, ce sera leur capacité de résonance. Cela, c'est un premier point. Quand on laisse les instruments résonner, on peut les analyser au fur et à mesure. Donc, on ne dépend pas d'un mètre ou d'une métrique. On peut être tout à fait libre. Voilà. Si vous voulez bien, on écoute Éclat, on va écouter 3 minutes et puis on se donne rendez-vous après les 3 minutes. Et, et donc, c'est une musique. Alors, idéalement, j'aurais voulu vous faire écouter à partir de la 6e minute, parce qu'à partir de la 6e minute, on est vraiment dans une grande contemplation une grande écoute des timbres, alors que là, ça va vite, mais on voit effectivement les gestes du chef d'orchestre, et c'est pas une partition, disons habituelle.
depuis le début. En tout cas, ce sont des instruments résonants. Euh, voilà, donc je vous laisserai commenter éventuellement tout à l'heure. Mais en tout cas, et là je cite Philippe Albera qui dit les instruments résonants par leur nature et leur comportement impliquent non seulement une rhétorique différente de celle de nos instruments traditionnels, mais ils sont porteurs d'une poétique qui leur est propre et peut-être même d'une philosophie musicale particulière. Ils invitent à la contemplation. Alors c'est vrai qu'elle est à partir de la 6e minute, mais je ne sais pas si vous êtes arrivé à la 6e minute, vous avez pu commencer à la 6e minute. On est vraiment effectivement dans une contemplation. Et je conclus toujours avec un paragraphe de Philippe Albera qui dit autrement dit, il ne s'agit pas de sons domestiqués et homogénéisés qui entrent aisément dans des structures de niveau supérieur telles qu'un thème, une phrase, un accord ou une série, mais de sons qui possèdent leur propre individualité. Si le compositeur plie les sons traditionnels à sa volonté et en fait la matière des idées musicales, les sons résonnants, eux, lui imposent un mode d'existence. Ils exigent un élargissement, voire une mutation de la pensée compositionnelle. Alors, j'ai sous les yeux les improvisations sur Mallarmé. Alors, les improvisations sur Mallarmé, je voulais vous en parler parce que je suis allée écouter des œuvres de Boulez dimanche dernier et j'ai entendu donc Dérive et les improvisations 1 et 2. Et on est vraiment dans ces deux improvisations sur une striure extrêmement irrégulière. C'est-à-dire que ce que fera Boulez absolument tout au long, je dirais, de sa carrière de compositeur, il y a un changement constant d'indication de mesure. Donc, on passe mais d'une mesure sur l'autre, de 4-4 à 7-8, à 3-4, de 7-8 à 6-8, à 4-4, etc. Ce qui fait que sans arrêt, effectivement, je dirais le point d'appui change sans arrêt. Donc, on est vraiment dans une striure irrégulière, ça, il le souhaite, vraiment. Après quoi, il dit tout le temps très souple. Donc, au niveau du tempo, on oscille entre 58 et 66. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. On a également des instruments résonnants comme le vibraphone qui ouvre pour chacune des 4 strophes du poème de Mallarmé. Donc la pulsation est, je dirais, quasiment impossible à saisir. Boulez est dans le droit fil de Debussy, bien évidemment, mais ce qu'on note aussi, c'est ce rapport très intime à la poésie, c'est-à-dire il est vraiment, on est suspendu quand on écoute la musique de Boulez aux mots et aux vers de Mallarmé. Vraiment, il les énonce, il les fait parler, et on est dans ce temps-là poétique. C'est ce temps-là poétique que Boulez finalement, de là, va probablement inventer aussi ou penser vraiment le temps lisse de manière, je dirais, très, très musicale. Et puis, quand on lit sa correspondance avec John Cage, il n'arrête pas de citer René Char. Donc, c'est un point très important. Et quand Boulez dit je vais parler que de musique et le langage musical se suffit à lui-même, on sait que la poésie est un élément extrêmement important, je dirais, de connexion avec justement, je dirais, le rythme, le temps, le temps de la poésie, etc. Donc, je reviens un tout petit peu en février, mais je reviens un tout petit peu en amont. Il y a eu une expérience à l'IRCAM qui avait été faite. Donc, Pierre Boulez avait choisi 5 œuvres, le concerto de chambre de Ligeti, Zeitmaß de Stockhausen, les modes de valeur et d'intensité de Messiaen, son propre éclat, et puis une œuvre d'Eliot Carter. Et ce qui l'a intéressé, c'est de pouvoir analyser ces œuvres en direct. Et c'est intéressant parce qu'on sait que dans les années 70, Boulez pratiqua beaucoup ce genre de manifestation. Il nous livrait, en tant que compositeur et chef d'orchestre, les outils de compréhension de la musique qui étaient en train de se faire, ses secrets de fabrication, et on comprenait aussi ce qu'était comment dire, ce que pouvait être aussi le temps lisse, le temps strié, l'auteur strié, auteur et espace lisse, espace strié. Donc nous étions à la fois dans la perception, l'écoute et bien sûr dans l'écriture musicale, dans cette pratique-là. Oui, Elliot Carter, j'ai vu passer. Bon, alors, et puis juste aussi rajouter que Boulez n'est pas le seul à parler, je dirais, à se préoccuper de temps dans ces années-là. Tous s'y sont mis, Stockhausen en particulier. Mais se passe aussi à ce moment-là, donc, l'introduction du hasard. Alors, maintenant, on va passer donc à la définition de l'espace sonore, page 95
et 96, donc de penser la musique aujourd'hui. Je vais directement lire dans le texte. Alors, euh, il faut revenir maintenant sur la notion de continuum et à la définition qualitative de l'espace sonore, considéré pour l'instant sous le seul angle des hauteurs. Donc c'est vraiment important de dire que Boulez vraiment parle de hauteur d'un côté et de temps de l'autre. Il sépare. Il me semble primordial de définir auparavant le continuum. Ce n'est sûrement pas le trajet continu effectué d'un point à un autre de l'espace. Le continuum se manifeste par la possibilité de couper l'espace suivant certaines lois. La dialectique entre continu et discontinu passe donc par la notion de coupure. Voilà. Et donc, plus la coupure est fine, plus effectivement on va vers du continu. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Donc, juste donc, sur l'espace sonore, donc sous l'angle des hauteurs, donc l'espace vertical, j'instaure un trajet continu, du grave à l'aigu. Je retrouve les glissandis propres à toute la musique de Xenakis, d'accord, qui, qui refuse effectivement, je dirais, voilà, et qui jaillissent et habitent sa musique, et il crée donc des espaces sonores qui partent dans toutes les directions. Et plus en amont, donc au début du XXe siècle, il y a l'expérience bruitiste, avec Rousselot. Celui-ci, dans son manifeste futuriste de 1913, avance la notion de son bruit, invente des machines électriques capables de sons inouïs et repense la notation musicale, la graphie, selon ses propres termes, en mettant en balance le point et la ligne. Alors, c'est des termes que l'on retrouve dans Mille plateaux. Et donc, je vous ai donné la partition, j'ai envoyé la partition de Risveglio di una città per into na rumori, c'est-à-dire des instruments qui font du bruit, et c'est donc dans son art, l'art des bruits, c'est son manifeste futuriste, donc qui date de 1993. Voilà. Alors, Risveglio di una città, c'est donc pour, comment dire, pour machine, tout simplement. Alors, vous avez l'ululeur, le grondeur, le crépiteur, le froufrouteur, l'éclateur, le glouglouteur, le bourdonneur, le sibileur. Ce sont que des machines qui vont faire du bruit, puisqu'il instaure la notion de son bruit. Ce qui est très intéressant, c'est que dans son manifeste des bruits, il parle tout de suite du continuum sonore, c'est-à-dire ces glissandos qui sont pour lui des choses que l'on doit effectivement réinstaurer et surtout réinstaurer les sons bruits. Et là, vous voyez effectivement donc un bout de la partition. Alors, je pense que ces barres de mesure ne sont pas des barres de mesure à proprement parler. Je pense qu'il réenclenche des nouveaux bruits avec ces instruments et il crée comme ça des polyphonies, donc qui est une polyphonie à 4 voix dans la première section, une polyphonie à 6 voix dans la seconde section, etc. Vous voyez, et tout est formé donc avec tout est en glissandi. C'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas être dans des aisselles discrètes à partir de machines, donc on est dans des glissandis. Ça, c'est important. Voilà, donc c'est le premier exemple que l'on trouve dans notre notation d'espace lisse. Alors, ces glissandis, Varese va les reprendre à son tour, en premier lieu dans ionisation, 1933, où il fait intervenir des sirènes, les sirènes de New York. On retrouve ça beaucoup dans sa musique et ça permet effectivement d'évacuer l'échelle tempérée. Et il va aussi beaucoup dans sa musique, euh, particulièrement dans Équatorial, où il fait chanter oui, un homme ou un chœur d'homme. Il instaure effectivement des glissandis et puis des mesures en quart de ton. Donc, sur un espace lisse, je peux pratiquer des coupures régulières ou pas, se reproduisant ou pas, et c'est ainsi que je crée des espaces droits et des espaces courbes. Alors, le modulo, donc, dont Boulez parle dans le tableau que je vous ai donné, le modulo que nous,
on connaît, c'est l'octave, c'est-à-dire do, di, da, da, ti, do, do, to. Donc ça, c'est le modulo. Et dans ce modulo, j'instaure effectivement un tempérament au quart de, pas au quart de ton, au demi-ton, et ensuite je reproduis. Je reproduis cette échelle-là. Donc le modulo instaure simplement une reprise du tempérament. Je m'exprime très mal. Et effectivement, ce modulo peut être, comment dire, peut être agrandi ou rétréci. Et c'est comme ça qu'effectivement, il sera courbe ou il sera droit, selon effectivement aussi les mesures que je peux lui donner. Alors maintenant, nous allons parler de Cage, euh, qui parlait dans sa correspondance avec John Cage, avec Boulez, euh, de renoncer à l'intentionnalité euh, et des instruments résonnants qui, pour lui, effectivement, proviennent en premier lieu des civilisations donc, où se réalisent des formes rituelles, cérémonielles, que l'on trouve trace dans les œuvres de Boulez, par exemple dans Le marteau sans maître. Donc, la correspondance entre 1949 et 1954, entre Cage et Boulez, est extrêmement importante parce elle illustre vraiment ces changements de paradigme qui vont s'opérer donc à ce moment-là et qui vont se préciser. Alors, tout semble opposer ces deux compositeurs. Boulez a 24 ans, Cage en a 38. Boulez est en train de mettre sa technique sérielle au point quand ils échangent. Et il appelle ça la technique sérielle, il parle du tunnel de la série généralisée, pour bien parler effectivement de cette restriction qu'il impose pour se délester des derniers relents de la musique tonale. Et pendant ce temps-là, donc Cage, lui, va se tourner vers le hiking, entre autres opérations, pour s'acheminer vers le hasard. Euh, Cependant, je dirais qu'il y a un même désir qui les anime dans cette distance nécessaire qu'il faut prendre avec leur musique de leur temps, de sa narration et de son système, en dépersonnalisant l'acte même de composer, soit par les opérations de hasard, du côté de Cage, soit par le calcul boulésien à l'extrême. Et là, effectivement, je dirais, ils se rejoignent à ce moment-là. Euh, alors, Boulez va beaucoup prendre de John Cage, notamment les sons complexes, parce que Cage va inventer le piano préparé, c'est-à-dire on glisse des objets sur les cordes. Ainsi, effectivement, on se déleste des hauteurs et on va vers des sons bruits, vers des matériaux beaucoup plus complexes. Mais ce qui est important aussi, c'est que il reste toujours très fidèle aux structures rythmiques. John Cage, ça c'est important, c'est une chose que l'on oublie, il parle de structures temps qui sont vraiment des grilles temporelles à l'intérieur desquelles il va poser des événements qui seront libres effectivement d'intervenir et où, effectivement il y a une imprévisibilité. Donc c'est comme si Kay nous disait vous disposez de 4 minutes 33 pour écouter sans a priori. Et ça c'est vraiment important. Donc il nous impose des structures temps. Boulez, dans une lettre de janvier 1950, lui dira tu es le seul à m'avoir apporté une inquiétude supplémentaire à propos du matériau sonore que j'emploie. Et ça, c'est vraiment important parce qu'effectivement, euh, on va aller vers des sons plus épais et on le doit beaucoup à John Cage, des textures sonores. Alors, ils emploient tous les deux des tableaux et là commence, je dirais, à s'amorcer un désaccord profond. D'un côté, il y a les tableaux sériels qui réunissent hauteur et durée et de l'autre, on a les tableaux dont les composants seront très vite tirés au hasard. Et c'est le fameux King avec ses 64 hexagrammes disposés en 8 sur 8. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Boulez commence à s'inquiéter énormément de cette incursion du hasard et puis les nouvelles notations Cage est en train d'explorer aussi avec ses copains new-yorkais. Et il y a la lettre 37, il dit, tu dois te rendre compte que je passe beaucoup de temps à jeter des pièces en l'air et le vide qui en résulte dans ma tête commence à pénétrer également le reste de mon temps. Et je trouve ça absolument génial parce que là, ils se démarquent vraiment l'un de l'autre. Alors, si vous voulez bien, on écoute Imaginary Landscape numéro 1, qui est
de 1939. Ce sont donc des paysages imaginaires. Il y en a 5 en tout. Euh, et elles comprennent toutes un instrument donc nécessitant de l'électricité. Et celui que nous allons entendre de 1939, il est avec des enregistrements de fréquences qui ont été enregistrés sur 2 platines. Un piano, on joue à l'intérieur du piano, dans la pièce du piano, donc sur les cordes, et puis une cymbale. Voilà, on va écouter ça. 2 minutes, ça devrait aller. C'est comme vous voulez. Ce qu'on entend, c'est les sifflements euh, des fréquences. Donc, ce sont vraiment des fils de glissandi. On entend le pianiste qui joue sur les cordes à l'intérieur du piano. Et puis, à un moment donné, effectivement, il joue sur les notes, mais en même temps, il étouffe avec sa main gauche les cordes. Donc, on est dans une espèce de piano préparé. Et puis, nous avons la cymbale qui fait du bruit, entre guillemets. Voilà. Donc, ce que dira Boulez sur John Cage, toujours dans ces années-là, on est en 51. Donc, John Cage nous apporte la preuve qu'il est possible de créer des espaces sonores non tempérés, même à l'aide d'instruments existants, avec son emploi du piano préparé. euh, donc, un piano percussion dont la table d'harmonie serait envahie par une végétation insolite et métallisante. Il s'agit bien plutôt d'une remise en question des notions acoustiques stabilisées peu à peu au cours de l'évolution musicale de l'Occident, etc. Et le deuxième point sur lequel il insiste, c'est sur la construction rythmique, c'est donc, je vous disais, qui s'appuie sur l'idée d'un temps réel mis en évidence par des relations numériques où le coefficient personnel n'intervient pas. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on pose effectivement une structure temps et à l'intérieur, les événements sonores vont se produire. Alors maintenant, je voudrais parler du peintre Paul Klee, parce qu'il aura une influence certaine sur la musique de Boulez, dont je vais vous lire certains passages. Euh, la notion de temps lisse de lisse et de strié, il la trouve effectivement chez Klee qui parle de divisibilité et d'indivisibilité. Donc c'est vraiment là qu'il prend ces notions de lisse et de strié, parce qu'effectivement il les applique à la musique, alors que la divisibilité et l'indivisibilité sont de l'ordre effectivement de surface. Donc, il découvre Paul Klee en 1947 grâce à Stockhausen. Et puis, il lit les leçons du Bauhaus qui sont de 1930.
Et il écrit donc Le pays fertile, c'est que ce magnifique ouvrage. Voilà, j'aurais eu, voilà, le pays fertile, qui est édité en 1989 et qui est donc en référence au monument à la limite du pays fertile de Klee, qu'il a peint donc en 1929. Alors, je vais vous lire différents passages. Le temps passe vite, hein, c'est le point qu'on puisse dire. Alors, je commence par la page 75. Alors, Klee à un moment donné, a beaucoup travaillé à partir de l'échiquier. On pourrait se demander, excusez-moi, je tourne les pages, on pourrait se demander s'il était obsédé par le jeu d'échecs. Je tiens à souligner que John Cage et, ça y est, Duchamp jouaient beaucoup aux échecs. Alors, non point, mais il trouvait dans l'échiquier un thème très dense, très en rapport avec l'univers musical, celui de la division du temps, celui de la division du temps et de l'espace. Je veux dire une division à l'horizontale, le temps, et à la verticale, l'espace. Que se passe-t-il lorsqu'on lit une partition? Le temps est horizontal, il va toujours de la gauche vers la droite. L'espace, ce sont les accords, les lignes mélodiques, les intervalles qui peuvent être ramenés à des divisions qui visuellement se distribuent à la verticale. La composante verticale de l'échiquier rend compte des intervalles, la composante horizontale pouvant représenter la division du temps. Ce qui est intéressant quand Clé s'empare de ce principe, ce sont les variations qu'il va lui faire subir. Et là, effectivement, il va s'inspirer donc d'un tableau qui s'appelle En rythme. Je ne sais pas comment vous le montrer. Le voici, je vous le montre quand même. C'est un échiquier, c'est un damier. Vous avez trois couleurs, le blanc, le noir et le bleu. Euh, vous direz, tout est un peu gauchi. Et voilà ce qu'il dit. Dans le tableau intitulé En rythme, par exemple, il utilise l'échiquier normal, blanc et noir, mais il va nous montrer que l'on n'est pas obligé de s'en tenir à cette alternance de blanc et de noir. Il va nous montrer que l'on n'est pas obligé que le rythme d'un échiquier peut être autre que deux. Il peut être trois s'il est blanc, noir, bleu. Cela va donner une autre division de l'espace, amenant à repérer non pas seulement le modulo 2, mais le modulo 3 ou encore le modulo 4, etc. Euh, voilà, pour parler effectivement comment dire, de ces arythmies que l'on pose et qui gauchissent un peu effectivement l'appréhension du tableau. Alors après, je passe à la page 72. Et ça, c'est important parce que on voit effectivement l'influence de Clé sur Boulez. Jusqu'à ma rencontre avec Clé, je ne raisonnais qu'en musicien, ce qui n'est pas toujours le meilleur moyen de voir clair. C'est parce qu'un problème identique était simplifié de manière exemplaire par Clé que j'ai été amenée à réfléchir autrement sous un autre angle. Et il me semble possible, avec un élargissement de l'hétérophonie, d'appliquer ces idées sur la perspective. À l'origine, l'hétérophonie est définie comme une superposition de deux ou plusieurs aspects différents de la même ligne mélodique. Elle repose sur des variations dans la présentation rythmique, dans l'ornementation, mais le matériau de base est le même. On trouve cette technique dans la musique centrafricaine. Si l'on étend cette notion à un ensemble de lignes, c'est-à-dire à une polyphonie, on peut superposer différentes images. Euh, c'est son point de vue qui, plus d'une fois, m'a permis d'éclairer ce qui me cantonnant dans la seule culture musicale, je n'avais vu qu'imparfaitement. Alors ça, c'est très, très important chez Boulez parce que il va beaucoup travailler sur l'hétérophonie. C'est-à-dire, vous avez une ligne et qu'il reprend directement à clé. C'est-à-dire que clé sur le plan horizontal, quand il fait ses damiers, il superpose des lignes euh, qui sont les mêmes mais toutes différentes. Et le principe de l'hétérophonie, c'est que vous avez une ligne, une mélodie, euh, qui est répétée mais avec des légères différences au-dessus, et puis encore au-dessus, etc., etc. Et on a comme ça, je dirais, une superposition du même et du différent. Et ce n'est pas une polyphonie. Et l'hétérophonie, effectivement, ne cherche pas, comment dire, la coïncidence entre les événements musicaux, à la différence de la polyphonie où il faut des rencontres très strictes. Il y a donc une liberté des lignes, les unes par rapport aux autres. Et cela, effectivement, il le doit à Clé et à l'observation, effectivement, de ces tableaux.
Je renvoie également à Dérive, que j'ai entendu pareil, Dérive numéro 2 de Boulez, et ce n'est que de l'hétérophonie, c'est-à-dire des lignes qui se superposent. Par moments, c'est extrêmement obscur et par moments, on a des moments lumineux. Alors, est-ce qu'on est dans du lisse? Est-ce qu'on est dans du strié? C'est difficile c'est très difficile à dire. En tout cas, on avance. Est-ce que c'est directionnel? Je ne sais pas. J'ai bien eu aussi l'impression à la fin que quand il arrête. Mais peut-être aurait-il pu continuer. C'est-à-dire, effectivement, il conçoit une coda. Et puis, je lis une dernière chose, donc c'est page 97 sur la fascination de l'écriture. Pour le musicien, il y a un rapport très dangereux, sinon subtil, entre l'œil et l'oreille. Je ne parle pas de l'œil en tant qu'inspiration, mais de l'œil qui regarde la partition en train de se réaliser. Une partition est faite aussi pour être lue, et le compositeur lui-même, quand il l'écrit, l'entend intérieurement et la lit en même temps. Et parfois, il a tendance à se laisser happer par des problèmes graphiques. Il pourra être attiré par une très belle disposition de la transcription visuelle, par son intérêt esthétique. On a vu beaucoup de compositeurs se laisser séduire par cet aspect extérieur. Voilà, après, on dit qu'on trouve ça effectivement chez Bach et comment effectivement un contrepoint rétrograde est de l'ordre du visuel que effectivement comment dire, et de l'ordre de l'écriture. Voilà, c'était donc l'œil peut lire de droite à gauche et l'oreille ne peut écouter contre le temps. Voilà, donc j'en ai fini avec Paul Klee et je voulais faire un petit détour par Morton Feldman parce que Morton Feldman euh, va développer Morton Feldman, donc un compositeur américain qui est donc un ami de John Cage, euh, va avoir une fascination pour les tapis. Et pour les tapis, alors il dit exactement les tapis du Proche et du Moyen-Orient, parce qu'ils ne sont pas symétriques. Dans les tapis nomades des villages anatoliens, l'intérêt pour l'exacte fidélité de l'image en miroir apparaît beaucoup moins net que dans d'autres régions où on produit des tapis. Voilà, donc ces musiques sont encore des formes damier, de tapis. Euh, et donc il dit, les tapis m'ont donné des idées dans la musique que j'ai composée récemment pour concevoir une symétrie disproportionnée, c'est-à-dire des dissymétries, des asymétries, etc. Euh, il dit, il y a des exemples musicaux où la juxtaposition de proportions asymétriques, toujours additives, devient la forme de la composition. Et là, donc, il parle de trois compositeurs. Il parle de Stravinsky, de Varèse et de Steve Reich, qui vont effectivement, qui sont dans des striures, mais qui peuvent confiner effectivement à quelque chose qui devient lisse. C'est ce dont parle effectivement Deleuze et Guattari quand ils parlent de l'espace maritime ou de l'espace aérien, même si on est dans des espaces sociaux. Effectivement, ce sont des espaces que l'on a tellement striés que finalement, ils en sont devenus lisses. De lisses, ils sont devenus striés. Et après, effectivement, c'est de nouveau le bazar. Euh, voilà, donc si vous voulez, on écoute un tout petit peu de piano et orchestra, qui est une musique que j'ai envie de dire très blanche. C'est vraiment du lys, c'est une musique extrêmement méditative. Il appelle ça donc piano et orchestra, c'est-à-dire c'est pas du tout un concept pour piano, et c'est simplement le piano qui intervient de manière irrégulière, mais qui passe son temps à répéter les mêmes choses. On a peut-être 5 motifs, je dirais, que l'on peut comptabiliser dans cette musique et qui reviennent à intervalles irréguliers, mais notre mémoire fonctionne un peu. Et on entend comme ça, effectivement, je dirais, euh, cette musique qui est fondée effectivement sur un temps de la contemplation. Voilà.
Alors, ce qui est important, c'est de penser que, c'est de voir qu'effectivement, dans penser la musique aujourd'hui, Boulez traite séparément le temps, l'axe horizontal et l'axe vertical des hauteurs. Et on a, je dirais, un cas d'école, entre guillemets, c'est Rituel in Memoriam Bruno Maderna de 1974, qu'il a écrit un an après la mort de son ami Maderna. Et là, il confronte effectivement les deux catégories, le lisse et le strié, pour mieux les interpénétrer. Euh, et quand je dis le lisse et le strié, je parle autant de l'espace que du temps. Et donc, ils sont présentés vraiment dans une grande alternance, vraiment A, B, A, B. Mais au fur et à mesure, le lisse va se strier en rajoutant des blocs résonnants. Ça, c'est important. Et le strié, lui, va se lisser par ajout de voix ou de lignes qui s'additionnent verticalement pour former une hétérophonie de plus en plus serrée. Et ça, c'est vraiment, vraiment important, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on fait du lisse ou du strié? On oscille toujours entre ces deux catégories. Euh, je rajouterai également une chose, c'est que l'écriture, je dirais l'écriture de Boulez reste malgré tout très retenue, c'est-à-dire qu'il ne va pas très loin dans de nouvelles notations. Je parlerai simplement de l'exemple de 1957 et de sa troisième, excusez-moi, de sa troisième, troisième sonate pour piano. Il y a le mouvement central, qui est une alternance de points et de blocs, c'est-à-dire de motifs mélodiques et de blocs, qui sont des accords et des clusters. Euh, les motifs sont en vert et les blocs les points sont en vert et les blocs sont en rouge. C'est-à-dire vraiment, c'est bicolore. Donc, il rajoute de la couleur. Je pense qu'on le doit à clé. Et il rajoute aussi une autre chose, des flèches, qui permettent effectivement de guider l'interprète dans cette espèce de labyrinthe musical. Et on a des flèches comme ça qui rappellent aussi étonnamment clés. Et c'est des flèches de différentes formes. Dans le deuxième mouvement, c'est-à-dire celui qui précède, là, c'est le droit à la parenthèse, c'est-à-dire qu'effectivement, il place des parenthèses, on joue ou on joue pas. C'est le pianiste choisi. Là, on va un peu plus loin dans la notation, mais voilà. Alors maintenant, pour revenir vraiment, pour en terminer, les philosophes, de manière générale, et Deleuze et Guattari en premier, ne différencient pas l'espace et le temps. Ça, c'est important. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette distinction. Ils parlent tout simplement d'espace-temps ou d'espace tout court en reprenant les définitions de Boulez. Et voilà leur conclusion sur le modèle musical. Donc, je suis dans Mille Plateau et c'est page 597. Pour en revenir à l'opposition simple, le strié, c'est ce qui entrecroise des fixes et des variables, ce qui ordonne et fait succéder des formes distinctes, ce qui organise les lignes mélodiques horizontales et les plans harmoniques verticaux. Le lisse, c'est la variation continue, c'est le développement continu de la forme, c'est la fusion de l'harmonie et de la mélodie au profit d'un dégagement de valeurs proprement rythmiques, le pur tracé d'une diagonale à travers la verticale et l'horizontale. Autrement dit, c'est la diagonale qui sera donc le fruit de ce travail horizontal et vertical. Euh, Ce qui est très important aussi de souligner, c'est que Boulez va continuer à, comment dire, à avancer des oppositions bipolaires tout au long, je dirais, de sa vie, et cela à partir des années 60-70. Et pour reprendre effectivement le musicologue que je citais au début, ça y est, j'ai oublié son nom, se cache effectivement derrière ce lisse et ce strié des continuités certaines. Et je rajouterai des catégories, des archétypes. Il est bien question d'englober toutes les musiques, ou la musique pour elle-même, dans son langage et son intégrité. Euh, Ainsi, le couple lisse et strié fera place au continu et au discontinu, ce que Boulez va effectivement signifier. Je renvoie directement au mouvement spectral. J'aurais voulu vous faire entendre les 13 couleurs du soleil couchant de Tristan Murail, qui est une très belle musique, euh, très lisse et qui est justement, enfin, très continue, je ne vais pas dire lisse, qui est très continue. Euh, Ensuite, à la suite de quoi,
Boulez va introduire ensuite les notions de signaux et d'enveloppe. Donc, le signal, dit-il, marque une rupture dans le déroulement temporel, une déchirure, mais il peut être également le passage d'un type d'écriture à un autre. Et les enveloppes ont un caractère global. Euh, elles désignent un type d'écriture, une notion globale, englobante, qui va au-delà du thème, de l'entité thématique, etc. Il s'agit d'un phénomène généralisable qui conjugue plusieurs composantes. Donc, elles se discernent par le contenu, par le contour, l'allure et l'effet global. Donc, c'est le deuxième couple enfin le troisième couple qu'il va introduire. Et puis enfin, et là je suis vraiment dans les cours au Collège de France, le dernier couple qu'il introduit, c'est au niveau de la forme. Donc, il parle de grandes catégories formelles. Alors, dans la catégorie du discontinu, on a la forme permutation, on pourrait presque dire la forme mosaïque. Et dans la catégorie du continu, on a la forme spirale qui nous renvoie directement à des rives, par exemple. Alors, euh, je dirais aussi pour terminer, donc, Boulez instaure, donc, penser la musique aujourd'hui, je répète, est une synthèse et ouvre de nouveaux paradigmes. La pensée d'Ulysse est une échappée nécessaire dans la musique, la pensée musicale occidentale, mais elle reste, dans le cas de Boulez, circonscrite à l'écriture musicale occidentale. On ne rajoute pas de graphie, de notation extra-musicale. En revanche, et là c'est important, Boulez insère des catégories, des archétypes, des modèles fondateurs. Il dit il faut fonder des systèmes musicaux sur des critères exclusivement musicaux. On a vu que c'est faux, il y a à la fois de la poésie et de la peinture. Donc l'apport des arts et de la pratique enfin la pratique et ce que font les arts et comment on y pense est importante pour Boulez. Ces catégories qui vont devenir universelles, je dirais par le biais de Deleuze et Guattari, c'est peut-être ce que fait François-Bernard Mache, je dirais depuis toujours, et en tout cas qui est consigné dans son ouvrage La musique au singulier. Mais lui, il le fait dans une perspective anthropologique. Nous sommes en 1995 et plus tard cognitiviste. Et là, effectivement, il va avancer les notions de refrain, de répétition, etc. Je ne sais plus, enfin peu importe. Euh, et on peut dire mais il applique ça au vivant, c'est-à-dire que ce soit la nature, les oiseaux, les animaux, l'être humain, etc. Et pas seulement à toutes les civilisations. Euh, je crois que je vais arrêter là. Et je vous remercie infiniment. J'ai été très longue et j'ai oublié la moitié des choses que je voulais vous dire. Je prie de m'excuser. Merci Geneviève, merci.